Tout d'abord, nous reviendrons sur l'histoire de Tina González, l'agent correctionnel du shérif du comté de Fresno, qui a eu des relations sexuelles avec de nombreux détenus. En décembre 2019, le personnel de la prison du comté de Fresno a été informé qu'un détenu était en possession d'un téléphone portable et avait une relation sexuelle avec Tina González. Ils ont fouillé sa cellule et ont trouvé le téléphone portable et ont confirmé que Tina avait, en fait, une relation sexuelle avec ledit détenu. Une enquête a été ouverte et Tina a été inculpée d'activité sexuelle avec un détenu, de possession d'une substance contrôlée, alcool, en prison et de possession d'un téléphone portable avec l'intention de le remettre à un détenu. Après s'être fait prendre, Tina a immédiatement démissionné, mais le mal était fait. Steve McComas, shérif adjoint du comté de Fresno, a déclaré qu'il s'agissait de l'une des choses les plus dégoûtantes qu'il ait vues ou entendues en 26 ans au bureau du shérif. Les faits de cette affaire sont pour le moins extravagants. Faire un trou dans son pantalon pour faciliter les relations sexuelles avec un détenu et avoir des rapports sexuels à la vue de 11 autres détenus est une chose que seul un esprit dépravé peut imaginer. Tina ne s'est pas contentée d'entretenir des relations avec ses détenus, elle a également mis les agents en danger. Outre le téléphone portable qu'elle lui a donné pour communiquer, elle lui a donné accès à des lames de rasoir, à de la drogue et à des informations privilégiées. À tout moment, il aurait pu utiliser ces rasoirs pour blesser d'autres détenus ou des agents. Et parfois, il a communiqué aux détenus des informations sensibles sur les personnes qui entrèrent dans son compartiment, ainsi que sur les heures et les lieux ou les moments où le compartiment serait fouillé. Mais le comble, c'est qu'après avoir été prise en flagrant délit et avoir démissionné de son emploi, elle a continué à entretenir cette relation. Le fait qu'elle appelle continuellement, qu'elle ait des conversations sexuellement explicites avec le détenu en question, et même la plupart du temps sur le crime qu'elle a commis, montre qu'elle est incapable d'admettre ses erreurs et qu'elle continuera sans aucun doute à l'avenir. Pendant toute la durée du procès, Tina n'a rien dit et a gardé un air apathique. Heureusement pour elle, le juge a été indulgent et a tenu compte du fait qu'elle n'avait pas d'antécédents et qu'elle avait signalé son crime à temps. La défense a souligné que le mariage de Tina s'était effondré depuis le début de sa relation. Il a tenté de faire valoir qu'elle se trouvait dans une situation vulnérable et que le tribunal devait en tenir compte lors de la détermination de la peine. Le juge Michael Idiar a déclaré « Je pense que ce que vous avez fait est terrible, stupide. Vous avez ruiné votre carrière. Vous avez mis en danger vos collègues. Mais je crois aussi que les gens peuvent se racheter. Vous avez le reste de votre vie pour le prouver. » Elle a été condamnée à 210 jours de prison. Ensuite, nous nous rendons à la prison du comté de Fulton, où Kawana Jenkins a été prise en flagrant délit. Kawana a été arrêtée pour comportement inapproprié avec un détenu. Elle a été inculpée de 2 chefs d'accusation pour comportement sexuel inapproprié, de 2 chefs d'accusation pour cruauté envers un détenu, de 2 chefs d'accusation pour conduite imprudente, de 5 chefs d'accusation pour violation du serment professionnel et d'un chef d'accusation pour avoir donné à un détenu un objet inapproprié sans autorisation. Kawana est agent à la prison du comté de Fulton depuis 2019, mais sa chance a tourné lorsqu'une descente a été effectuée dans l'aile de sécurité maximale de la prison. Lors du raid, un total de 11 téléphones, ainsi que des armes, ont été confisqués lors de la fouille. Dans l'un des téléphones, les enquêteurs ont trouvé des vidéos de Kawana. Dans l'une d'elles, elle était assise sur les genoux d'un détenu et l'embrassait. Le détenu demandait à Kawana de lui donner quelque chose, qui s'est avéré être une paire de lunettes Cartier. Dans une autre vidéo qui a été rendue publique, on voit Kawana sucer et frapper les doigts d'un détenu alors qu'il était encore en détention. Dans la vidéo, si vous écoutez attentivement, vous pouvez l'entendre dire quelque chose du genre « Assurez-vous d'apporter votre propre préservatif pour ne pas jouir rapidement ». Cela montre qu'ils ont souvent des relations sexuelles. Il est également important de noter qu'elle porte son uniforme et qu'il s'agit d'un bureau. Ainsi, non seulement elle abuse de son poste, mais elle est en service pendant qu'elle le fait. Après que la vidéo a été mise en ligne et est devenue virale, le shérif du comté de Fulton a publié une déclaration indiquant clairement qu'il dénonçait l'acte et que Kawana avait été licencié. Il a également rappelé que l'action de quelques personnes n'était pas le reflet des hommes et des femmes du bureau du shérif. En tant que shérif du comté de Fulton, je m'engage à faire preuve de transparence et à tenir chaque employé responsable du serment qu'il a prêté de protéger et de servir notre communauté. Les actions de cet individu ne sont certainement pas le reflet des hommes et des femmes du bureau du shérif du comté de Fulton. La grande majorité des employés doivent être félicités pour leur intégrité, leur engagement envers le service et le travail qu'ils accomplissent jour après jour, a déclaré le shérif. Charles Rambo, superviseur du shérif à la retraite, a déclaré ce qui suit. La jeune femme a été compromise et j'espère qu'elle pourra obtenir l'aide dont elle a besoin. Mais il faut absolument que le bureau du shérif ne s'en occupe pas. Selon lui, le danger potentiel que Kawana baisse sa garde est trop important.
Il suffit de regarder ce qu'ils ont confisqué aux détenus de l'étage de haute sécurité. Kawana Jenkins n'a pas été condamnée. Elle est actuellement détenue à la prison du comté de Fulton en attendant la décision du tribunal. Mais si l'on en croit sa photo d'identité, elle regrette certainement sa décision. Si le tribunal retient la peine maximale, elle risque 20 ans de prison. Il est assez ironique qu'elle soit passée d'employée à la prison du comté de Fulton à détenue. Ensuite, nous avons le cas intéressant de Joyce Mitchell, l'employé de prison qui a aidé 2 prisonniers à s'évader dans une prison du nord de l'État de New York. Joyce avait apporté un soutien matériel à 2 prisonniers, David Sweat et Richard Matt, afin qu'ils puissent s'évader de prison à la manière de Shawshank Redemption. Elle a ensuite été inculpée de facilitation criminelle au 4e degré et de promotion de produits de contrebande en prison au 1er degré. Les événements de cette affaire ont été si dramatiques qu'ils ont donné lieu à une mini-série, Escape at Dannemora, qui a même remporté un Golden Globe. Joyce aurait introduit clandestinement des burins, des lames de scie à métaux et plusieurs autres outils dans la prison, à l'intérieur de viande de hamburger congelée. Elle a ensuite donné le hamburger congelé à un gardien pour qu'il le lui donne. Elle a également obtenu 6 lames de scie à métaux et les a données à Richard Matt. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Joyce aurait rendu des services sexuels à l'un des hommes, notamment en lui faisant une fellation. Cependant, Joyce nie catégoriquement avoir eu des relations sexuelles avec l'un d'entre eux. Mais un détenu leur a dit que Joyce et les hommes disparaissaient dans une pièce pendant de longues heures. C'est pour cette raison que l'on plaisantait sur le fait qu'ils étaient un petit ami et une petite amie. Joyce a déclaré que la seule raison pour laquelle elle a aidé ces hommes était qu'ils auraient menacé sa famille, en particulier son mari. « J'ai mal agi, je mérite d'être puni, mais il faut que les gens sachent que j'essayais seulement de sauver ma famille. » Les détenus ont ensuite utilisé des outils électriques que Joyce avait introduits clandestinement pour percer l'arrière de leur cellule. Puis, ils ont percé un mur de briques et ouvert un tuyau de vapeur dans lequel ils se sont ensuite glissés. Plus tard, ils sont sortis d'une bouche d'égout. Pour tromper les fonctionnaires comme s'ils étaient dans leur lit, ils ont disposé des vêtements et un sweat à capuche à l'intérieur de leur drap avec une note disant « Passez une bonne journée ». Joyce avait prévu de rejoindre les détenus aux abords de la prison avec une voiture de fuite, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est rendue à l'hôpital pour une crise de panique, ce qui a poussé les hommes à se regrouper. Leur évasion a donné lieu à des recherches qui ont duré plusieurs jours et qui ont secoué l'État. Nous ne savons pas s'ils sont toujours dans la région immédiate ou s'ils se trouvent au Mexique à l'heure actuelle. Finalement, au bout de 3 semaines, ils ont été rattrapés. Richard a été abattu et tué par les autorités, et David a été abattu et appréhendé à la frontière canadienne. Joyce a plaidé coupable et le juge a dit ceci lors de sa condamnation. « Mademoiselle Mitchell, je ne trouve pas cette explication crédible. La vie de votre mari n'aurait pas été plus menacée en dévoilant le plan d'évasion. » Le juge a continué à la réprimander en lui disant qu'elle avait tort de dire que l'accord était trop sévère. Bien que vous ayez exprimé des remords pour le tort que vous avez causé à la communauté, vous avez également déclaré que vous pensiez que la peine négociée était trop sévère. En tenant compte de tous les facteurs de détermination de la peine, je peux vous assurer que vous n'avez pas à vous plaindre de la peine négociée. Pour la raison indiquée. J'approuve cette peine et je procède comme suit. Les larmes aux yeux, Joyce Mitchell a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 2 ans et un tiers à 7 ans et à une amende de $5 000. Nous nous rendons ensuite à la prison de 4th Avenue, où l'infirmière du service de santé correctionnelle du comté de Maricopa s'est retrouvée du mauvais côté de la loi. Il a été établi que Litonia Higgbottom transmettait des photos d'elle nue à un détenu en haute sécurité. Pour cette action, elle a été accusée de promouvoir la contrebande dans la prison. Tout a commencé lorsque le bureau du shérif du comté de Maricopa a été informé qu'une fonctionnaire nommée Litonia pourrait avoir une relation avec un détenu nommé Ramon Cummings. L'enquête a commencé lorsque les adjoints ont écouté les appels entre le détenu et Higgbottom. C'est alors qu'ils ont découvert qu'il se passait quelque chose entre eux deux. Au cours de l'enquête, les adjoints ont également découvert que Litonia avait versé $100 sur le compte de cantine du détenu. Donner des produits de contrebande à un prisonnier, c'est un crime de classe 2. Après cette découverte, une fouille a été effectuée et des photos de Litonia nue ont été découvertes dans la cellule du détenu. Un téléphone portable a également été découvert, mais les agents n'ont pas pu déterminer où Cummings avait obtenu le téléphone. Ils ont alors confronté Litonia, qui a admis avoir donné des photos d'elle à une autre détenue venue à la clinique de la prison pour les transmettre à son amant illicite incarcéré. Mais toutes les photos trouvées dans la cellule de Cummings n'appartenaient pas à Litonia. Le bureau du shérif a révélé qu'alors qu'elle travaillait à la prison de la 4e avenue, Litonia a rencontré Cummings et qu'ils ont commencé à se fréquenter. Le détenu avec lequel elle a eu une liaison avait au moins des photos nues de l'infirmière.
Elle a donné ses photos à un compagnon de cellule ou à un compagnon de cellule, quelqu'un qui se trouvait également dans ce logement lorsque le détenu suivait un traitement médical, puis il a rapporté ces photos au détenu. Après la découverte des preuves, la suite des événements pour Litonia a été très dramatique. Litonia était déjà sur la corde raide pour des actions sans rapport avec cette affaire et avait été mise à l'épreuve. C'est donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le cas de Litonia Higginbotham est si particulier qu'on se demande à quoi elle pensait. Qui pourrait tomber dans le panneau? Et comment peut-on être impliqué dans une telle affaire? À cet égard, le docteur Michael Isinski a déclaré ce qui suit. Il faut toujours une personne capable de manipuler et de voir la vulnérabilité d'autrui. Pour lui, Ramon Cummings, avec son casier judiciaire rempli d'accusations d'agression sexuelle, de meurtre et d'activités de gang, correspond parfaitement à ce profil de manipulateur. Une fois qu'il a trouvé une personne vulnérable comme Litonia Higginbotham, les limites peuvent être franchies, et cela devient très, très dangereux. En général, ils se font prendre. Il est très rare qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Comme ça, elle a probablement perdu sa licence d'infirmière. On voit bien qu'elle est déprimée. À l'issue de l'enquête, Litonia a été licenciée et devra répondre des accusations portées contre elle dans le cadre d'une procédure judiciaire relative aux affaires internes. Ensuite, nous avons le cas d'un agent correctionnel, d'un tueur de flics et d'une grossesse. Il, Ronell Wilson, était un criminel notoire qui avait tué 2 flics infiltrés par exécution, et elle, Nancy Gonzalez, était un officier affecté à son bloc cellulaire au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. À l'intérieur de la prison, il parlait pendant des heures la nuit, et selon les détenus, disparaissait pendant des heures derrière des portes closes. En fait, selon les détenus, ils ont été vus en train de s'embrasser, confirmant les soupçons d'une romance clandestine. Cependant, leur liaison a été révélée au grand jour lorsqu'elle est tombée enceinte de Wilson. Suite à cela, elle a été traduite devant un tribunal fédéral pour abus sexuels sur une personne détenue. Si vous ne le saviez pas déjà, un détenu ne peut pas légalement consentir à des relations sexuelles. Nancy avait apparemment eu des relations sexuelles avec Wilson dans une salle d'activité vacante à côté de sa cellule lorsqu'elle a fait sa ronde. Mais ces allégations n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Nancy a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec 8 collègues, dont 2 superviseurs, et même avec un autre détenu. Ces allégations s'inscrivent dans le cadre d'un scandale sexuel plus large qui se déroule dans les coulisses du centre de détention métropolitain de Brooklyn. Dans une lettre adressée au juge chargé de l'affaire de Nancy, le directeur du centre de détention, Frank Strada, a suggéré que Nancy soit condamnée à la peine maximale. Dans ce qu'il appelle une lettre d'impact sur la victime, il écrit « Madame Gonzalez, 30 ans, a sciemment placé ses désirs personnels au-dessus de ses obligations professionnelles. La trahison de Madame Gonzalez a laissé nombre de ses anciens collègues dans un sentiment de confusion, de colère et de perte de sécurité dans leur travail quotidien. » Ronell Wilson attendait la peine de mort pour le meurtre, en 2003, de 2 inspecteurs de la ville de New York, Rodney Andrews et James Nemoren, à Staten Island. Il s'était glissé à l'arrière de leur voiture et leur avait tiré une balle à bout portant dans la tête. Pour cette raison, il a été jugé instable et aurait pu à tout moment utiliser l'accès à Nancy pour inciter à la violence. Au cours de la procédure judiciaire, la défense a présenté Nancy comme une figure sympathique dont le crime était le résultat d'une vie difficile. La défense a souligné qu'elle n'avait jamais rencontré son père, qu'elle était passée d'un foyer d'accueil à un autre et qu'elle avait été abusée sexuellement par son beau-père de 7 à 12 ans, ainsi que par 2 autres membres de sa famille. La défense a également fait valoir que la liaison avec Wilson était due à un comportement sexuel inadapté et qu'elle avait besoin d'un traitement et non d'une peine de prison. Mais le fait que, selon les propres termes de Nancy, elle soit tombée enceinte intentionnellement n'a pas aidé son dossier. Dans l'une de ces conversations téléphoniques régulièrement écoutées par les surveillants de l'établissement pénitentiaire, Nancy déclare « J'ai tenté ma chance parce que j'étais si vulnérable et que je voulais être aimée, et maintenant je porte son enfant. Pourquoi ne pas lui donner un enfant pour lui donner un peu d'espoir ?» Le plan de Wilson était d'utiliser le bébé pour attirer la sympathie et plaider contre sa condamnation à mort, mais Nancy a refusé par la suite. En fin de compte, Nancy a été condamnée à 1 an et 1 jour de prison fédérale. On la voit quitter le tribunal les larmes aux yeux. Elle a également perdu la garde de son enfant à sa naissance, mais cela était dû à sa toxicomanie. Ensuite, nous nous rendons à la prison du comté de Wayne pour voir la gardienne de prison devenue prisonnière faire face aux conséquences de ses actes. Gemma Cowperthwaite, agent de la prison du comté de Saint-Clair, a été accusée d'avoir eu des relations sexuelles avec une détenue à son domicile de Fort Gratiot. À cette fin, elle a été inculpée d'agression sexuelle avec intention de pénétration, ce qui pourrait lui valoir jusqu'à 10 ans de prison. Elle s'est prise d'affection pour moi. Elle m'a demandé si je pouvais lui parler à l'extérieur de l'établissement quand elle sortirait.
Je lui ai répondu que non, pas vraiment. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et je lui ai dit que si elle voulait me contacter, si elle voulait parler en dehors d'ici, cela ne me dérangeait pas. Selon Gemma, ils se sont rencontrés chez elle lorsque le détenu était en placement à l'extérieur. La détenue lui a alors demandé la permission de prendre une douche chez elle. La raison invoquée par la détenue était qu'elle ne voulait pas utiliser la douche de la prison à son retour. À partir de là, leur relation, si l'on peut dire, s'est épanouie. Mais Gemma a maintenu qu'il n'y avait pas eu d'abus de pouvoir, du moins pas dans la mesure où le tribunal et le détenu l'ont prétendu. Pourtant, Gemma aurait dû savoir qu'un détenu ne peut pas s'engager dans des relations consensuelles en raison de la dynamique du pouvoir. Au fur et à mesure de leur relation, Gemma a déclaré que la victime avait commencé à l'appeler et à lui demander des faveurs. Gemma a accepté certaines d'entre elles, mais pour elle, elle le faisait par gentillesse. Il n'en reste pas moins qu'aux yeux du tribunal, tout ce qu'a fait Gemma est un abus de pouvoir. Cependant, Gemma maintient que, techniquement, ce que la loi réprouve, c'est l'aspect sexuel, et pour elle, il n'y a eu absolument aucune relation sexuelle. D'accord, à l'exception du fait que la partie illégale de toute cette affaire serait l'aspect sexuel, et qu'il n'y avait pas d'aspect sexuel. Mais s'il n'y avait pas d'aspect sexuel dans leur relation, pourquoi Gemma a-t-elle accepté de plaider coupable? Eh bien, Gemma n'avait tout simplement pas la force d'affronter toutes les procédures judiciaires. Parce que je ne pouvais pas supporter 2 à 4 ans d'isolement en prison. Je ne pensais pas pouvoir convaincre 12 étrangers au hasard que cela n'était pas arrivé. Il y a beaucoup de choses à démêler ici. Gemma ne croit pas vraiment avoir fait du tort à sa victime. C'est elle qui m'a tendu la main. C'est elle qui est venue à moi. C'est elle qui m'a demandé de l'aide. Lorsque l'infraction a été signalée aux autorités compétentes, une enquête a été ouverte. Un mandat d'arrêt a alors été délivré et Gemma s'est rendue à la police. Lors de sa condamnation, le juge a déclaré qu'elle avait trahi la confiance du shérif et du système judiciaire. Gemma a plaidé coupable d'agression sexuelle avec intention de pénétration et passera 10 mois en prison, ainsi que 4 mois avec sursis après paiement des amendes et des frais de justice, et s'inscrira comme délinquant sexuel. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas ignoble d'une gardienne de prison pour mineurs en Arizona et de sa liaison avec un détenu en liberté conditionnelle qui travaillait pour elle. Imari Waller venait de commencer à travailler dans l'établissement pénitentiaire lorsque les allégations ont été formulées à son encontre. Elle doit maintenant répondre d'un chef d'accusation pour comportement sexuel illégal avec une personne en détention. Les détails de la relation ont été révélés lorsqu'un autre agent pénitentiaire a vu les messages et photos Snapchat explicites entre Imari et un détenu en liberté conditionnelle. La relation a ensuite été portée à la connaissance du public. L'agent qui a signalé la présence d'Imari a qualifié les messages de « sexuellement inappropriés » et a déclaré qu'il indiquait que les deux avaient une relation. Le détenu, qui n'a pas été identifié, avait été placé sous surveillance communautaire et vivait dans un foyer de groupe, mais relevait toujours techniquement de la compétence du département. Au cours de l'enquête, les adjoints ont trouvé plusieurs photos d'Imari nues sur le téléphone du détenu. Ils ont également trouvé des photos et des vidéos nues de la personne en liberté conditionnelle sur le téléphone d'Imari. Selon les documents judiciaires, les enquêteurs qui ont fouillé le téléphone d'Imari ont déclaré avoir trouvé de nombreuses photos et vidéos sexuellement explicites de personnes identifiées comme étant l'ancien détenu et Waller. Elle a ensuite été arrêtée et, au cours de l'interrogatoire, a confirmé les conclusions du tribunal. Lorsque l'ex-détenu de 18 ans avec lequel Imari a eu une relation a été interrogé, il a déclaré que le contact sexuel entre eux était consensuel. Cependant, la loi ne l'entendait pas ainsi. En raison de son âge, il y avait un problème supplémentaire. Ils auraient pu avoir des contacts sexuels alors qu'il était encore mineur, ce qui constituerait un autre chef d'accusation en soi. La victime avait rencontré Imari alors qu'il fréquentait encore l'Adobe Mountain School de l'Adobe Department of Juvenile Corrections. Bien qu'aucune preuve n'indique qu'ils aient eu des relations sexuelles pendant leur séjour dans l'établissement, leur relation a tout de même été jugée illégale. En effet, elle a eu des relations sexuelles avec un garçon à peine sorti de l'adolescence et dont elle s'occupait en tant que détenue. Mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est le comportement d'Imari lors de son arrestation et de son interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, elle s'est excusée et est allée aux toilettes. À leur insu, elle avait apporté un objet de contrebande sous la forme d'une montre Apple. Elle a utilisé cette montre Apple pour communiquer un message à sa victime âgée de 18 ans. Imari a contacté sa colocataire et lui a demandé de dire explicitement au libéré conditionnel de nier toutes les allégations et de tout effacer de son téléphone. Elle reconnaît ainsi avoir commis un acte répréhensible, ce qui pourrait lui valoir des charges supplémentaires. Mais au fond, tout cela était dû au fait qu'Imari savait qu'elle avait fait une erreur, comme l'a montré sa réaction lors de son interrogatoire. Elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait merdé,
lorsqu'on l'a interrogé sur sa relation avec sa victime. Oui, Imari, vous l'avez vraiment fait. La prise de conscience que sa vie ne serait plus jamais la même l'a frappée de plein fouet. Imari est actuellement en prison dans l'attente de sa condamnation, mais elle a déjà perdu son emploi, son respect, et pourrait être enregistrée comme délinquante sexuelle. Son sort est désormais entre les mains du bureau du procureur du comté de Maricopa, selon le département des services correctionnels pour mineurs de l'Arizona. Ensuite, nous retournerons dans la célèbre prison de haute sécurité du nord de l'État de New York, Clinton Correctional Facility, où Joyce Mitchell a aidé son amant et compagnon de cellule à s'évader de prison. Cette fois, la coupable est Denise Prell. Denise Prell a été engagée à peu près au moment où Joyce a été condamnée à la prison. Un an plus tard, Denise a entamé une relation avec un détenu. Elle s'est fait prendre, a été licenciée de son emploi dans l'établissement pénitentiaire et a été inculpée d'un chef d'accusation de promotion de produits interdits dans la prison au 2e degré, d'un chef d'accusation d'abus sexuels au 3e degré et de 23 chefs d'accusation d'inconduite officielle. Dans les documents judiciaires, le détenu a déclaré qu'ils étaient tous deux tombés amoureux. Ils s'écrivaient des lettres sous 2 pseudonymes, Gwen Freeman, Gwen de Gwendolyn. Le deuxième prénom de Denise est Freeman, faisant allusion au fait que le détenu deviendrait bientôt un homme libre. Puis, les appels téléphoniques se sont multipliés. Denise lui avait acheté un téléphone chez Walmart. Denise a fini par lui envoyer 350 $ sur son compte en prison. En fait, ils prévoyaient de vivre ensemble après la sortie du détenu. Ils se sont embrassés pour la première fois dans l'atelier du tailleur de l'établissement et ont même admis s'être touchés par-dessus leurs vêtements. Le détenu, qui purgeait une peine pour homicide involontaire au 1er degré, a ensuite été transféré à la prison d'Elmira, mais cela n'a pas mis fin à leur amour. Denise est même venue lui rendre visite et ils se seraient embrassés. Apparemment, les détails de sa liaison illicite ont été révélés lorsqu'un autre agent pénitentiaire a découvert que Denise avait des relations sexuelles avec un détenu. La police de l'État a alors lancé une enquête conjointe avec le département de l'administration pénitentiaire et de la surveillance communautaire de l'État et le bureau du procureur du comté de Clinton. Il a été découvert que des relations intimes avaient été partagées entre Prell et le prisonnier. Denise a d'abord plaidé non coupable pour les 25 chefs d'accusation. Votre honneur, elle renonce à une lecture formelle et plaide non coupable pour les 25 chefs d'accusation. Son avocat avait l'intention de déposer une requête en vue de réduire les charges qui pesaient sur elle. Mais avant son procès, elle a été libérée sous caution. Elle a donc payé une caution de 5 000 $. Et le peuple n'a pas d'objection à ce qu'elle continue à se présenter à toutes les audiences du tribunal. Au cours de l'affaire, l'accusation a proposé à Denise de plaider coupable d'un délit de promotion de produits de contrebande en prison, en échange d'une peine moins lourde. Je ne pense pas que cette accusation soit étayée par les preuves que j'ai vues, même si tout ce qui a été dit est vrai. Ce n'est certainement pas ce que nous faisons non plus, nous l'avons donc rejeté. Cette affaire a eu un tel retentissement, notamment en raison de ce qui s'est passé par le passé dans l'établissement pénitentiaire avec des affaires illicites et des évasions, que le gouverneur de l'époque, Andrew Cuomo, s'est exprimé sur l'accusation. Si vous gérez un système de cette taille, il est évident que vous aurez des écarts. La question est de savoir si vous avez mis en place un système pour les détecter et les résoudre. Et c'est exactement ce que nous avons fait ici. Lors de sa condamnation, Denise était émue et en larmes. Elle a finalement été condamnée après avoir accepté un autre accord et plaidé coupable des faits qui lui étaient reprochés. Votre criminalité dans cette affaire, pour laquelle vous avez plaidé coupable, est difficile, voire presque impossible à comprendre à la lumière de ce que cette communauté a vécu. Une Denise émotive passera 1 an en prison. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur la vidéo à l'écran.